parler d'investissement avec donc Rodolphe Besserve, je le rappelle, cofondateur d'Eureking et directeur général d'Eureker à nos côtés en plateau pour évoquer donc ce nouveau SPAC, premier SPAC européen dédié au domaine de la santé. Rodolphe Besserve, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Donc le SPAC s'appelle Eureking, vous faites partie des cofondateurs et vous êtes même le directeur général de la société d'investissement qui sponsorise ce SPAC. La société s'appelle Eureker. Vous êtes un financier, Rodolphe. Moi, ce qui m'intéresse, on va parler évidemment des marchés que vous ciblez en termes d'acquisition, la santé, mais c'est un peu plus précis encore que cela. Mais l'outil SPAC, il y a un an, tout le monde pouvait lancer un SPAC. Depuis, le marché a compris qu'il y avait les bons et les mauvais SPAC. Et je me dis que si vous êtes là aujourd'hui, le véhicule a été coté hier sur Euronext, c'est qu'il y a quand même un niveau de crédibilité assez solide aujourd'hui pour pouvoir engager ce type de véhicule qui a été porté par un enthousiasme sans doute excessif. L'enthousiasme est retombé et donc reste les SPAC les plus solides. On peut le dire comme ça ou pas, Rodolphe Besserve ? J'espère. L'avenir nous le dira, mais effectivement, on a essayé en tout cas de faire les choses différemment et de faire les choses sérieusement. Voilà. Parce que le SPAC est en fait un outil un peu hybride justement entre le private equity et le coté. Et nous voyons ça comme un outil de financement et pas comme un produit financier juteux comme ça peut être, comme on a pu l'observer aux États-Unis ou dans d'autres pays. Je pense que l'Europe effectivement a fait ça de manière plus sérieuse. Et en France en particulier, on a un nombre assez restreint de SPAC. On a 6 SPAC aujourd'hui sur la bourse de Paris. Et en ce qui nous concerne, on a voulu en fait porter un vrai projet industriel avec une vision à moyen long terme. Encore une fois, avec le SPAC étant au service de cette vision que l'on a sur un segment qui est très très spécifique. On n'a pas voulu aller faire une acquisition sur le domaine de la pharma, ce qu'on voit souvent avec des thèmes qui sont assez vagues. Là, on est sur la construction d'un projet long terme, avec une équipe dédiée aussi, et ça nous paraissait clé lorsqu'on a commencé à dessiner en fait ce projet il y a un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à atteindre ce niveau de crédibilité, encore une fois, sans avoir réalisé aucune acquisition ? Alors il y a le thème, et on va en parler, effectivement. Le thème d'acquisition, c'est quelque chose d'important, mais derrière, comment est-ce qu'on arrive à convaincre tous les gens que vous avez pu convaincre hier sur Euronext, Rodolphe Besserve ? C'est quoi les qualités d'un bon SPAC bien designé, comme on dit ? Voilà. Dans un marché qui était quand même compliqué, cette semaine, très compliqué. Et dans un contexte macro qui est aussi pas forcément extrêmement porteur, je pense qu'il a fait la différence, effectivement, la qualité et le sérieux, à la fois de l'équipe dirigeante, on pourra y revenir, et puis du sous-jacent, enfin de ce que l'on veut traiter, et encore une fois avec une vision à 3-5 ans, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas on va sortir là dans 15 mois, qui est l'horizon, qui est la fenêtre d'investissement de notre SPAC, en fait, de de-SPACing, on va revenir aussi sur les termes un peu barbares, mais voilà, on est là pour porter ce projet avec Eureker, et puis j'espère avec un maximum de ceux qui nous ont rejoints dans cette aventure, voilà, à 3, 5, 10 ans. L'enjeu, quel est l'enjeu en fait ? L'enjeu, c'est créer un acteur de taille moyenne sur le domaine de la bioproduction. On parle de sous-traitance en fait sur le domaine pharmaceutique et plus spécifiquement de la fabrication de produits biothérapeutiques. On est parti d'un constat, c'est qu'il y a des très gros besoins en fait sur ce marché. Besoin en termes de capacité, besoin aussi en termes de consolidation de marché, parce qu'aujourd'hui on a des très gros acteurs, on a des tout petits acteurs, et en fait, soit les gros rachètent les petits, soit les petits essaient de se réunifier, en fait, de s'assembler pour créer un acteur de taille moyenne. Et c'est pas juste de la construction financière, c'est que ça répond à un besoin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des petits qui sont hautement spécialisés, sur des niches particulières, qui font 20, 30, 40 millions de chiffre d'affaires, assez rentables, très rentables. Mais ils manquent de taille critique. Ils ont besoin demain de monter en échelle, en fait, pour accompagner leurs clients, tout en gardant de la proximité. Et ça, il n'y a qu'un acteur de taille moyenne qui peut le faire. Donc ça, voilà, il y a ce vrai besoin, il y a cette vision, encore une fois, avec l'idée de construire un groupe, un vrai groupe industriel, français, avec une empreinte française, alors avec je pense, une envergure internationale et européenne, ça c'est sûr, mais voilà, une empreinte française et qui répond aussi de cette logique de souveraineté industrielle dont on parle tant. Ouais, mais c'est bien de l'industrie dont on parle, et c'est bien l'idée qu'il manque effectivement un acteur de taille intermédiaire entre les grands labos et les petites sociétés biopharma ou de biotechnologie, qui n'ont pas l'expertise industrielle, justement, ou l'expertise logistique nécessaire pour mener à bien leur projet, peut-être jusqu'au marché, comme on dit, c'est ça.
Le marché biopharmaceutique est en pleine expansion. Aujourd'hui, ça reprend à peu près 20% du marché pharmaceutique. Probablement demain, 30, 40%. On a des milliers de molécules en fait, qui arrivent dans les pipelines de l'industrie. Et la plupart de ces projets sont portés par des petites biotech, qui sont, pour la plupart, en tout cas en Europe, pas forcément très bien financées. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre en fait, le luxe d'avoir un outil industriel. Elles externalisent pour la plupart d'entre elles, elles sous-traitent auprès de ce qu'on appelle des CDMO. Et c'est justement cette catégorie d'acteurs que l'on veut contribuer à financer, à faire grossir, à faire grandir, encore une fois, tout en gardant l'expertise et les talents, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque les gros rachètent les petits. Donc voilà, il y a toute cette logique qui a été déroulée. Et pour revenir à votre question précédente, c'est ce qui explique, je pense, le succès de ce projet qu'on a porté, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une crédibilité, il y a une équipe avec une très forte expérience internationale dans le domaine pharmaceutique, pour dérouler une stratégie, je pense, cohérente. Alors, il faut le dire, si on prend donc l'expertise, déjà, un mot de Rocker, parce que c'est une société, vous avez un parcours financier au départ, mais avec déjà une expertise tournée vers la santé depuis des années, Rodolphe. Et Rocker, c'est donc la société d'investissement, qui est déjà une société d'investissement dédiée au monde de la santé, c'est ça Exactement. Et puis alors, parmi les noms, alors je ne connaissais pas Michael Kloss, qui est le directeur général, qui va être le patron du SPAC, qui est le patron du SPAC Eureking aujourd'hui. On connaît peut-être mieux en France le nom du président, Gérard Le Fur, ancien Sanofi. Ancien patron de Sanofi, ancien patron de la R&D de Sanofi, bien sûr, pendant pas mal d'années. Celui qui a porté le projet Sanofi à 26 à l'époque. Et alors, je ne peux pas citer tout le monde, parce qu'en plus, déjà, je ne connais pas forcément tout le monde, mais rien que ces noms-là, déjà, effectivement, oui, c'est un gage d'expertise et de haut niveau d'expertise dans ce domaine-là et dans cette niche, même précisément, que vous visez. Oui, on est sur une grosse niche. On est sur une grosse niche, mais effectivement, il y a besoin de cette expertise sectorielle qui est très forte. Il y a besoin de cette crédibilité aussi. Et je pense que tous ces gens sont vraiment au service en fait, de Eureking. C'est-à-dire qu'ils sont là pour apporter leur savoir, ne sont pas juste là pour participer à des boards et prendre des jetons de présence. Ouais. Ils sont vraiment là pour passer du temps sur ce projet, parce qu'encore une fois, il y a un besoin de marché et que c'est des gens qui croient dans ce secteur et qui ont envie d'apporter effectivement tout leur savoir et toute leur expérience. Et tout le monde est aligné donc en termes d'intérêt, que ce soit les fondateurs, l'initiateur, les nouveaux actionnaires du SPAC. Alors c'est un peu la subtilité du SPAC, c'est effectivement les fondateurs, il n'y a pas forcément un alignement complet, il y a un alignement sur le projet, sur la réussite du projet bien évidemment. Après il y a des incentives pour ceux qui sont à l'origine du projet et surtout qui portent le risque. Bien sûr. Parce qu'en tant que fondateur, moi je suis fondateur avec les personnes que vous avez citées et puis quelques autres, plus Eureker qui est le premier sponsor et puis à l'initiative effectivement de ce projet. Eureker est une société récente, c'est une société d'investissement, comme vous le disiez, dans le domaine de la biotech et qui voit bien justement ce besoin. Parce que nous on investit justement dans des sociétés de biotechnologie qui ont tous, qui ont toutes besoin effectivement de voir des CDMO émerger. Mais voilà, donc alignement d'intérêt sur la réussite du projet, ça c'est clair. En revanche, il y a des incentives pour les fondateurs parce que le risque, pour parler crûment, aujourd'hui on met 9 millions sur la table, que l'on perd dans 15 mois si on n'a pas réussi à trouver une cible qui soit acceptée aussi par le marché et par les nouveaux investisseurs qui rentrent. Ouais. Donc voilà, il y a un risk-reward qui est relativement élevé. Mais on y croit. On va tout faire pour déspaquer le plus rapidement possible, donc faire cette première acquisition et au-delà faire une deuxième, faire une troisième. Oui, c'est ça, parce qu'avec les 150 millions plus que vous avez levés, et vu la taille des acteurs de ce marché, oui, il y a l'idée déjà de créer du build-up tout de suite. C'est pas juste une acquisition que vous prévoyez, c'est une, deux, trois peut-être. Une première acquisition prend entre 200 et 500 millions d'euros. C'est aujourd'hui ce qu'on vise et ce qu'on a effectivement mentionné dans le prospectus. Assez rapidement, une deuxième acquisition de taille à peu près similaire sur un segment différent, donc pour créer vraiment un groupe avec deux piliers. Et puis ensuite, probablement une série d'acquisitions supplémentaires, de licences de technologie, également d'investissements sur les capacités de production, parce que c'est dans le nerf de la guerre. 15 mois, c'est court, c'est long. C'est ultra court. Encore une fois, je pense que c'est aussi la volonté de se mettre quelque part sous tension. Voilà. Un projet de ce type, il faut que tout le monde, effectivement, soit à 200% pour trouver la cible, la bonne cible, pour négocier, évidemment, avec les vendeurs qui sont en face, et puis pour déboucler l'opération. Donc, on peut se donner 24 mois, ce qui est en général ce qu'on voit dans les SPAC. Je ne suis pas sûr que ça ajoute grand-chose. Je pense qu'il faut y aller tout de suite. Ça se joue dans les 100 premiers jours. Ouais.
Si on prend le sujet du côté des cibles potentielles, de voir un SPAC arriver, frapper à sa porte, c'est quelque chose, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui les sociétés sont rodées à ce type d'intervenants, ce type de véhicule d'investissement? Parce qu'il y a un côté évangélisation. Et puis encore une fois, les derniers mois ont montré que les SPAC n'ont pas toujours eu bonne presse. Donc il faut naviguer dans cet environnement-là, j'imagine, quand on va négocier du M&A aujourd'hui. C'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'on parte effectivement avec un boulet au pied, parce qu'on part quand même avec 150 millions aussi en poche, donc c'est quand même pas mal. C'est le nerf de la guerre. C'est quand même un argument à faire valoir. Mais il y a un travail d'éducation, d'explication vis-à-vis des cibles. Et notamment parce qu'on est dans un environnement. Aujourd'hui, quand on a fait un peu le mapping sur notre segment, on a à peu près une quarantaine de sociétés qui sont potentiellement des sociétés qu'on pourrait acquérir. Ouais. On ne va pas attaquer les 40 de front, mais en tout cas au moins une bonne dizaine qui sont dans notre liste cible. Et la plupart de ces sociétés, en fait, c'est relativement récentes, ont 5, 10, 15 ans. Aujourd'hui, font entre 20, 50, 60 millions de chiffre d'affaires. Très forte croissance, très bonne rentabilité. Ont été très souvent portés, en fait, par des actionnaires privés, par des fondateurs, familles ou autres. Assez peu par les private equity, qui n'étaient pas très présents, en fait, dans ce domaine-là. Je pense que ça va changer. Hein. Je pense que dans ce mouvement de consolidation qu'on va observer sur le secteur, on verra probablement des PE se positionner. Mais aujourd'hui, c'est pas réellement le cas. Et c'est vrai que vis-à-vis de cette typologie en fait, d'actionnaires, il y a un travail d'éducation à faire, ce qu'on a commencé à faire en amont, bien évidemment. Mais voilà, je pense que c'est des sociétés qui n'ont pas forcément réfléchi à la bourse, par exemple, au stade où elles en font de leur développement. La plupart d'entre elles sont un peu à un tournant. C'est-à-dire qu'elles ont vécu la période Covid qui a été plutôt positive pour elles, plutôt favorable en ce qu'elle a apporté en fait pas mal de business, notamment pour les sociétés qui fabriquent des plasmides ou d'autres types de chaînons en fait, dans la fabrication en fait, du vaccin. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre elles ont besoin de réinvestir sur des capacités de production. Certaines aussi, parmi leurs actionnaires, ont envie de faire du cash out. On a un moment aussi de sortir une partie de leur investissement. Et je pense qu'elles croient quand même très fortement dans le sous-jacent, qui encore une fois est extrêmement porteur sur le domaine de la biopharma. Donc pouvoir en même temps amener sur la table un montant de cash relativement important sur des sociétés qui se payent quand même assez cher, parce qu'on est sur un secteur défensif, forte croissance top line, des marges qui sont élevées. Pouvoir aussi permettre à ceux qui sortent aussi de rester en partie au travers d'une société cotée, de pouvoir continuer à jouer effectivement ce player sur la consolidation. Je pense que tout ça ça a beaucoup d'intérêt, effectivement. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'arguments pour ça. Après, ce sera à nous de faire ce travail de conviction auprès des cibles, auprès des vendeurs. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'arguments. Et puis, il y a cette flexibilité qu'apporte le SPAC. C'est-à-dire qu'on est coté et ça nous permet d'aller chercher aussi des financements supplémentaires. Ça ouvre un panel d'options qui est quand même très, très large. Bon, voilà, le chrono est lancé donc pour les 15 mois, les 15 mois à venir. C'est parti. Merci beaucoup, Rodolphe Besserve, qui était donc avec nous en plateau, cofondateur du SPAC Eureking et directeur général d'Eureker, société d'investissement qui est également le sponsor de ce véhicule désormais coté sur le marché parisien. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.